diffusée sur la chaîne YouTube de l'agence. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse, n'hésitez pas à couper votre caméra. Si vous souhaitez poser des questions, comme d'habitude, vous pouvez le faire à tout moment dans le chat. On les lit à la fin de chaque intervention. Ou si vous souhaitez prendre la parole, vous levez la main. Comme ça, on a l'ordre des souhaits de prise de parole et on vous invitera à, à activer votre micro et à poser vos questions. Voilà, donc normalement, l'enregistrement a démarré et je vais laisser la parole à Sébastien. Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit déjeuner consacré à la signalétique de notoriété d'interprétation. Je vais essayer de vous partager l'écran. Euh, on a quelques problèmes techniques ce matin, c'est pas très commode. Alors, voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, c'est bon, Sébastien. Alors, du coup, parce que du coup, moi, je ne le vois pas. Alors, j'ai besoin de le voir. Pardon, 2 Alors, est-ce que vous secondes. voulez que je le partage moi? Comme ça. Non, ça ira bien, voilà. On est bon. Donc, petit déjeuner sur la signalétique des aménagements de confort sur le chemin, guider, interpréter, accueillir, transmettre. Alors, euh, une première slide juste pour définir la question de l'interprétation, qui, à mon sens, est un axe d'avenir pour le développement de l'itinérance jacquère, parce que c'est quand même relativement modeste dans l'état actuel. L'interprétation, c'est l'art d'expliquer la place de l'homme dans l'environnement pour rendre le visiteur conscient de l'importance des relations qui en découlent du rapport à cet environnement et pour éveiller un désir de contribuer à la conservation de cet environnement. Et tout ça repose sur quelques mots-clés qui ont été définis par un Anglais, Donald Aldridge: provoquer, mettre en relation, révéler. Voilà l'enjeu un peu de la signalétique, de la question de l'interprétation. La signalétique, c'est un média pour assurer ce passage, cette conscientisation du rapport de l'homme à son environnement au sens très large. Recontextualiser un édifice ou un terroir ou un paysage dans l'itinéraire, dans la narration d'un patrimoine commun aux Européens ou dans la narration exprimant la dimension de patrimoine commun de l'humanité. Voilà à quoi, au service de quoi est mise la signalétique d'interprétation. Recontextualiser, soit dans le monde, dans l'univers, le chemin de Saint-Jacques, dans les terroirs qu'il traverse. Sur les chemins, tout est récit. Le paysage, depuis les temps géologiques jusqu'à aujourd'hui, l'homme dans le patrimoine bâti, dans le grand patrimoine ou dans le petit patrimoine vernaculaire des campagnes, qui reflète son mode d'être, de grandir, de vivre, de travailler, d'habiter, de mourir. C'est aussi la grande histoire qui peut être mise en exergue sur le chemin. Et puis, c'est les histoires, toutes les petites anecdotes, tous ces savoirs, cette profondeur qui maille les chemins. Puis c'est aussi des traditions, et puis bien sûr la nature et l'environnement. Donc tout est récit possible sur un chemin de Saint-Jacques. Alors dans ce petit déjeuner, euh, consacré à la signalétique qui sert à passer du sens, à divertir et à sensibiliser, nous ne parlerons pas des autres formes de signalétique que je voudrais rappeler pour mémoire. D'abord, la signalétique directionnelle de balisage des sentiers, qui est qui répond aux besoins premiers de s'orienter. Nous ne parlerons pas de la signalétique routière autoroutière, qui a une vocation d'animation, de promotion touristique vers un grand public. Nous ne parlerons pas de la signalétique de sécurité, qui concerne la mise en sécurité quand les flux routiers et pédestres se croisent. Et nous ne parlerons pas non plus de la signalétique très utilitaire d'information touristique locale qui sert à canaliser la publicité et orienter vers les hébergements et services. Euh, je vous l'ai dit, un sentier pédestre est une fenêtre ouverte sur un territoire et sur ses habitants. C'est un ruban qui relie des territoires. Et donc la signalétique, quelle que soit sa forme, est le fil conducteur entre ces territoires.
la signalétique de notoriété, d'interprétation, d'évocation, les mots peuvent varier, participe à faire d'un sentier balisé pour la randonnée un itinéraire culturel. Alors, il y a quelques enjeux, on peut se poser quelques questions, 4 questions en particulier que je vous propose. Comment créer du lien entre le passant, le marcheur, randonneur, pèlerin et le territoire? Comment rendre intelligible le paysage et les patrimoines pour les transmettre, pour nourrir l'expérience du marcheur ou pour créer du respect à l'égard de ces patrimoines et de cet environnement? Une fonction un peu éducative, on dirait. Comment favoriser cette hospitalité du chemin et cette rencontre, cette connexion entre le passant et le territoire qu'il traverse grâce à la signalétique, grâce à ce média qu'est la signalétique? Comment créer du lien et cette connexion? Comment mettre en scène, quoi raconter? Comment mettre en scène un récit qui permette à chacun de s'approprier l'esprit des lieux traversés? Et par esprit des lieux, il faut comprendre paysage, tradition, histoire avec un H majuscule ou histoire au pluriel. Donc, ce volet signalétique d'interprétation prolonge l'aménagement d'un sentier de grande randonnée et lui apporte une dimension culturelle, éducative, artistique, pour permettre aux marcheurs, aux visiteurs, à l'habitant d'apprécier le monde. Alors, pour aborder ce sujet de la signalétique de notoriété, d'interprétation, d'évocation, voilà le programme de cette heure ensemble. D'abord, on va écouter Séverine de Vals, qui est donc chargée de mission et référente UNESCO sur la communauté de communes Cantal-Lot et Truyère, donc la partie avéronaise, une grande partie avéronaise du GR65, qui va nous présenter des réalisations en Aveyron. Nous partirons ensuite sur la voie d'Arles avec Sabine Chanu, qui est conseillère en séjour, guide conférencière à l'Office de tourisme de Vauvert, pour voir des aménagements qui ont été mis en place dans le centre-bourg de Vauvert. On partira ensuite en compagnie de Manuel Sekoliamas et Astrid Andersen, qui sont tous deux l'un agent de développement et l'autre chargé de projet d'itinéraire à la Fédération de la randonnée pédestre. On ira voir quelques projets ou quelques réalisations autour de l'itinérance et en particulier des projets de lieux d'accueil et d'information sur le GR65 et le GR653. Et puis, on finira avec moi où je vous présenterai un petit florilège de réalisations sur divers GR et quelques outils à votre disposition. Voilà, donc je vais donner la parole à Séverine de Vals, chargée de mission à la communauté de communes Cantal, Lot et Truyère. Séverine, tu as la parole. Oui, donc bonjour à tous. Je vais vous partager mon document. Là, vous devez le voir. Oui, c'est parfait. Oui. Voilà, donc vous avez une présentation de mon territoire sur Cantal, Lot et Truyère. Donc, nous avons à peu près 40 km, 45 km qui traversent notre communauté de communes du GR65, donc sur la Via Plaudian-6, et une partie section de sentier classé UNESCO, donc de Saint-Côme-d'Olt à Estaing, 17 km. Voilà, donc nous avons engagé effectivement au fur et à mesure des années divers travaux. Et un des travaux qui a été important durant ces dernières années, ça a été la mise en œuvre d'une halte de pèlerins à Saint-Côme-d'Olt. Donc, je ne sais pas si vous voyez, au fond, il y a un garage avec 2 portes. En fait, on est sur la place de la mairie. À cet endroit-là, on envisageait d'aménager sur l'espace vert une toilette, parce qu'il n'y avait pas de toilette accessible. Il y avait une toilette dans la mairie, mais qui était fermée pendant les heures d'ouverture, pendant les heures de fermeture, pardon, de la mairie, et donc qui n'était pas ouvert quand les pèlerins passaient. Donc, le projet initial était d'aménager une toilette sur l'espace vert. Au fur et à mesure qu'on a avancé dans le projet, enfin, ça a été un gros chantier, cette opération. On a voulu travailler avec le territoire voisin aussi pour mettre en œuvre des abris sur leur territoire. Donc, on voulait travailler tous ensemble pour faire une opération commune de mise en œuvre de haltes pèlerins sur nos 2 territoires.
On n'a pas réussi à mener l'opération jusqu'au bout parce qu'on n'a pas d'entreprises qui ont répondu dans les prix qu'on avait fixés. Donc, on a dû repartir sur un projet initial. On a consulté du coup un autre maître d'œuvre et ce maître d'œuvre nous a proposé, lui, là vous avez tout le déroulé de l'opération auquel vous aurez accès. Ce nouveau maître d'œuvre nous a proposé de prendre en compte le garage qui ici était communal pour l'aménager. Donc, entre-temps, la mairie avait trouvé un nouveau local sur les extérieurs pour pouvoir le libérer, parce qu'il fallait aussi qu'il trouve un nouveau local. Donc, quand nous avons lancé le marché de maîtrise d'œuvre, on a prévu de faire l'Halte Palerin dans ce local, qui du coup est là au fond. Je ne sais pas si vous apercevez derrière, voilà, et d'y en faire la Halte Pèlerin et de prendre en compte en même temps l'aménagement de la place. Donc, dans cette halte pèlerin, et donc du coup de faire des toilettes aussi à cet endroit-là, pardon. Donc, on a aménagé la halte en faisant effectivement bancs et tables, des portes sacs et un peu le linéaire que les gens avaient parcouru avant, donc à partir d'Aubrac et jusqu'à l'autre bout du département de l'Aveyron, après de Caseville, où ça permettait de voir le dénivelé qu'il y avait d'un bout à l'autre entre la traversée du département. Voilà, donc là, vous voyez des petites photos de l'aménagement. Donc, ça nous a permis de créer aussi ce pictogramme de la coquille sur le côté qu'on a repris après dans d'autres travaux. Voilà. Voilà pour cet espace-là. Voilà. Et donc, la réussite en fait de cet aménagement, il est lié dans le fait qu'il soit bien intégré dans la place de façon globale. C'est-à-dire que vous voyez globalement pas de gros changements par rapport à avant. Vous voyez, pas de grosses modifications. Pourtant, il est 100% dans la place. Et ici, les places ont été mieux matérialisées. Tout est englobé dans l'aménagement de l'espace. Voilà. Et donc, cette halte pèlerin, elle ne sert pas aussi qu'aux pèlerins, elle sert aux habitants quand il y a quand il y a une manifestation sur la place. Derrière, derrière les toilettes, il y a une petite salle où ils peuvent effectivement stocker du matériel et donc les associations en profitent aussi. Donc, c'est un lieu de rencontre. Voilà. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'était qu'on s'est servi des coquilles pour d'autres aménagements. Et là, par exemple, c'est sur une barrière où on a repris, qui est sur le chemin du coup de Compostelle, où on a repris cet esprit coquille pour bien matérialiser que le long de ce chemin, enfin, qu'on est bien sur le chemin de Compostelle. Voilà, donc l'autre gros les autres travaux assez conséquents qu'on a fait sur le territoire, c'était la mise en place de la signalétique. Donc il y a déjà quelques années, parce que c'était dans le cadre d'un pôle d'excellence rurale mis en œuvre entre 2012 et 2014. Et là, c'était entre Aubrac et Conques. Donc toutes les collectivités entre ces deux lieux ont participé à la mise en œuvre et ont, sur ce même linéaire, la même mise en place du matériel. Donc, ce que vous devez connaître maintenant amplement, les clous, voilà, qui du coup ont été créés à cette époque-là et qui du coup maintenant sont gérés via convention avec l'agence. On a de la signalétique patrimoniale qui a été installée à l'entrée de chaque village, qui présente effectivement le village et qui, au verso, enfin ça dépend des endroits, mais sinon au verso ou sinon sur la page principale, présente le chemin de Saint-Jacques dans sa globalité. On a de la signalétique patrimoniale tout le long du cheminement, partout où il y a des monuments exceptionnels, des paysages à observer, des évolutions dans le paysage. Et donc, sur ces petits documents sur ces petits panneaux qui ont été faits, il y a un QR code chaque fois, un petit QR code en haut, qui permet de renvoyer vers une page d'un site internet saintjacquesaveyron.com qui donne des infos complémentaires. Donc, ce site est consulté. Il est assez riche patrimonialement. Voilà. Et donc, pour finir, pour vous montrer un aménagement qui a été fait dans le cadre de cette opération du PRA Saint-Jacques,
Ça a été un site d'abri. Donc, vous pouvez voir là-dessus donc, les tables qui ont été mises en place. Vous avez un toilette sèche sur un côté et vous avez de la signalétique patrimoniale avec les petits panneaux qui expliquent là la lecture de paysage de cet endroit-là et la vie dans ce coin-là. Voilà, je suis au bout de ma présentation et je reste à votre disposition pour toute question. Merci Alors, Séverine. Donc, vous connaissez la règle, les questions dans le chat ou le dialogue au terme des 4 présentations. on a une question dans le chat de Gilles Vaquerou. Quel budget pour une toilette sèche? Alors, le problème qu'il y a, c'est que là, je vais vous donner des prix d'il y a quasiment 10 ans. Hmm. Parce qu'on n'en a pas réinstallé depuis. Et à l'époque, on avait eu une bonne consultation. On avait lancé, il y avait 3 toilettes sèches à poser. Et je pense que l'affaire était intéressante à l'époque et on était aux alentours des 10 000 euros posés. Mais aujourd'hui, c'est des coûts d'il y a 10 ans. D'accord. Ok, merci. Alors, j'ai une autre question sur le coût, hein, qui est quel est le coût global? De quoi? De la Alors, signalétique, hein. j'imagine de tout l'aménagement. Alors, c'est Alors, une question de Sainte. je vous l'ai mis sur la halte pèlerin, on est à 140 000 euros et il y a eu 68% ou 70% de subvention. Sur la signalétique, je n'ai pas été capable de le retrouver parce qu'en fait, c'est chaque collectivité qui a payé sa part. Et à l'époque, je ne coordonnais pas l'opération. Donc, c'est pas des infos que je n'ai pas réussi à réobtenir. Super. Merci beaucoup. Avez-vous... Alors, Alors, par donc, contre, c'est vrai qu'à l'époque, quand ça a été fait, dans le cadre de ce PER, les subventions étaient exceptionnelles. C'est-à-dire qu'on est en gros aux alentours des 70% de subventions. Donc, ça a ah été oui, une oui, quand même. opération forte sur tout ce linéaire-là et qui n'a pas été en charge très importante pour les collectivités qui ont participé. Ouais, on a une question aussi, alors je reprendrai les autres après, mais qui participe au financement? Alors, qui a Alors, participé au qui a financement plutôt? participé, donc il y avait eu la région, on avait eu du FEDER, du département et de l'État. Il y avait eu tout le monde qui avait participé à cette opération PER, ce qui avait été assez conséquente. Et dans le cadre de l'Alte Pèlerin, on était sur surtout un FEDER. Du FEDER, donc du coup, région et département. Et toujours État, pardon, toujours les 4, excusez-moi. C'est pareil. Super, merci beaucoup. Alors, une question entretien. Avez-vous rencontré des problèmes pour l'entretien régulier des toilettes à Alors, Saint-Connery? c'est pas la communauté de communes qui a la gestion, c'est les communes directement. Et donc, les communes sur lesquelles il y en a, donc nous sur le territoire, on en a 2. Donc, je sais que par exemple à Gaulignac, où elle est dans la montée de Montaigu, si vous connaissez le secteur entre Estaing et Gaulignac, sur la montée, c'est un agent communal qui y va tous les 2 jours. D'accord. Vraiment. Et c'est très régulier, très machin. Ils sont très impliqués dans le nettoyage. Pas de difficultés majeures. Et quand vraiment l'agent d'entretien est en congé, c'est vraiment l'employé municipal à côté qui y va. Enfin, vraiment, il loupe pas l'entretien. Et donc, ça fonctionne. Très bien, merci beaucoup. Donc, dernière question dans le chat. Quelle est l'agence avec laquelle vous avez travaillé pour les panneaux de signalétique de la halte? Alors, on est sur Anagramme et Picbois. Parfait, merci Et dès beaucoup. qu'on a quelque chose à faire, on revoit avec eux parce qu'il nous est arrivé des accidents sur des panneaux où des voitures ont percuté sans nous le signaler. Ou là, par exemple, avec les inondations. Mhm. Et donc, du coup, on revoit avec eux chaque fois qu'on a besoin de pièces complémentaires ou de reprendre le panneau parce que le panneau a été détruit. C'est juste. Merci. Je vois que Jean-Pierre Manger avait levé la main, mais on a lu sa question. Est-ce que vous voulez quand même poser une question, Monsieur Manger? Non, ça a été répondu. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend pas très bien, mais je crois avoir entendu qu'on avait bien posé enfin, on avait bien posé la question que vous aviez. Exact. Parfait. Merci. Voilà, Sébastien, c'est à nouveau à vous.
Oui, on retrouvera d'autres réalisations par Anagramme, Picbois et d'autres prestataires dans mon PowerPoint. Donc, je passe la parole à Sabine Chanu pour aller sur la voie d'art, dans la commune halte de Vauvert, donc qui va nous présenter des aménagements dans le centre urbain de Vauvert pour un meilleur accueil et puis pour faire un peu de passage de sens aussi aux randonneurs et pèlerins et aux habitants. Bonjour à tous. Alors, je vais partager moi aussi. Je vois pas. Est-ce que ça marche? Parce que je vois pas. Oui, c'est pas en plein Oui, écran, mais c'est bon. c'est bon. Vous pouvez y Alors, aller. ah, voilà. Donc, Parfait. je vais vous parler en fait du projet que l'Office de tourisme a mis en place entre 2019 et 2021. Nous sommes sur la voie d'Arles, donc la deuxième commune après Arles. Donc, c'est la deuxième commune du Gard. Voilà, nous avons que 42 km de linéaire sur le département du Gard. Et l'enjeu que nous avons, voilà, le gros enjeu, en fait, c'est que nous n'étions pas du tout signalés. Il n'y avait aucune signalétique. La ville de Vauvert n'était pas connue. Même les habitants, en fait, n'avaient presque pas connaissance du fait que nous étions sur le chemin d'Arles. Et donc, c'est pour ça que une grande réflexion s'est posée et puis nous avons décidé en fait de porter ce projet avec le PETR Vidol-Camin qui nous a, comme disait la précédente intervenante, très bien financé en fait au niveau de l'Europe. C'est pour ça que nous avons donc voulu marquer en fait le fait que nous étions sur le chemin d'Arles et que les gens qui passaient ici n'étaient pas des SDF avec des sacs à dos, mais bien des pèlerins. Voilà. Et donc, par rapport aux habitants, il fallait aussi qu'il y ait une signalétique pour leur montrer. Donc, ce que nous avons fait, nous avons voulu visualiser en fait virtuellement ce pèlerinage avec un petit panotage, des bons patrimoines et un équipement intra-urbain qui, comme je vais vous montrer en fait l'espace d'arrivée, en fait l'espace d'accueil, qui se trouve vraiment à l'arrivée de Vauvert sur les hauteurs, en arrivant de Saint-Gilles, sur le GR. Donc un espace d'accueil en fait pour leur signaler que nous étions bien sur le GR, sur le chemin d'Arles. Nous avons aménagé une aire d'accueil à l'entrée de Vauvert avec un RIS, un panneau signalétique, des bancs et une silhouette de pèlerin, en fait, positif, négatif, qui a été dessinée par un artiste local. Et alors, toute cette signalétique, nous sommes restés ça a été porté par la communauté de communes, donc qui finance le projet de l'Office de tourisme, mais nous sommes restés en fait sur les mêmes couleurs, les mêmes râles que la commune qui avait déjà aménagé son mobilier urbain pour pas être disparate. Vous voyez, donc on a un mobilier en acier 8 mm, le râle 25 et une coquille, forcément la coquille de l'Europe, découpée au laser qui ressemble étrangement à ce que nous avons vu précédemment. Donc ça, c'est l'aire d'accueil. Voilà, la première aire que nous avons aménagée. Voici les détails. Donc on a un RIS en fait, avec sur la partie haute une aquarelliste, en fait, une carnétiste, une vraie carnétiste qui a fait le chemin maintes et maintes fois, qui s'est arrêtée à Vauvert aussi et qui nous avons proposé en fait de faire une maquette avec ses carnets de voyage à elle sur la partie donc Arles, Montpellier, en fait la grosse partie nous qui nous définit, avec sur chaque arrêt une partie soit monument, soit paysage, soit voilà. Et en dessous, vous avez donc le cheminement interne de Vauvert, la traversée de Vauvert avec les services. L'office de tourisme, bien entendu, et puis peu d'histoire en fait que nous avons travaillé avec Sébastien Pénary, forcément. Et voilà, ça c'est le RIS d'accueil. Après, voilà, tout a été fait en fonction de la police de caractère, avec les préconisations, donc je vous dis à l'époque, en 2019, de l'agence. Voilà ce qui va également sur cette aire-là, donc des bancs. Ici, simple forcément pour les sacs à dos, corbeille et la silhouette, notre fameuse silhouette de pèlerin en positif-négatif.
Ensuite, en cheminement, en fait, quand vous descendez dans le centre interurbain de Vauvert, vous arrivez sur une place, la place commerçante. Donc là, nous avons fait poser 2 bancs avec des dossiers. C'est le banc que vous voyez en bas à droite. Ils sont face à face. Ensuite, devant l'office, si vous continuez, vous arrivez devant l'office de tourisme avec l'aménagement du jardin, les 2 bancs, les racks à vélo et la corbeille. Et en fait, la sortie. Une sortie avec un petit panneau en fait de sortie, une borne, pareil, même pupitre, même acier, même découpe, le panneau il est stratifié et la couleur, comme je vous disais, reprend l'aménagement du mobilier urbain de Vauvert. Donc je vais rajouter, je n'ai pas la photo parce que je n'ai pas réussi à la trouver. La commune a rebondi en fait, puisqu'elle a rebondi sur ce que nous avions fait et nous avons monté le dossier communal à partir en fait de ce que nous avions aménagé à Vauvert. La commune a rebondi sur ce que nous avions fait et maintenant partie prenante en fait de tout l'aménagement et a rajouté progressivement sur le- on va dire, ce que je vous montre là en fait c'est la sortie du GR de Vauvert avec ce petit panneau et ils ont rajouté bon et aussi un panneau d'affichage. Voilà. On a rajouté aussi au départ donc de l'aire d'accueil qui s'appelle chez nous le Cournier, un clou. Forcément, nous ne sommes pas sur la partie UNESCO, nous sommes sur l'ICE classique. Et donc, on a fait un clou avec une convention avec l'agence qui fait environ, je dois l'avoir marqué, on a fait 100 clous qui font environ 2 km. Voilà, le tracé fait environ 2000 mètres. Ça, c'est le tracé interurbain de Vauvert qui est clouté. Voilà, on n'a pas eu l'autorisation euh, par la fédération de mettre du panotage en fait dans les rues. Voilà, on n'a pas pu mettre du panotage avec des flèches et puis la coquille. Donc on a mis des clous et puis on aura peut-être un jour l'autorisation de mettre des panneaux. Voilà, ça c'était la phase 1, c'est dans Vauvert. En amont, on avait aussi voulu signaler, puisque nous sommes un office de tourisme intercommunal, donc on a voulu aussi signaler en amont sur le GR entre Saint-Gilles et Vauvert le chemin avec une silhouette aussi en fer, comme le fameux pèlerin que nous avons à l'entrée de Vauvert. Donc c'est une jeune pèlerine avec un petit sac à dos. Voilà, c'est pareil, c'est le même artiste qui a fait le dessin. Donc, il y a une silhouette et une borne, pareil, avec un petit descriptif de paysage sur un hameau où il y a une ancienne abbaye cistercienne. Voilà. Pareil, même acier, même râle, la coquille, l'inscription, la même chose. Et voilà quelques photos. Vous pouvez voir donc notre fameuse pèlerine en haut à gauche, ici, avec un groupe. Ça, c'est ce qu'on récupère soit sur Instagram, soit les gens nous les envoient directement devant l'office de tourisme, l'aire du Cournier, et voilà, le RIS. Alors ça, voilà, le coût, donc environ 28 000 euros, sachant que je ne vous ai pas marqué là, mais nous avons édité un petit guide aussi, un guide de service qui comprend la partie gardoise, donc de Saint-Gilles à Galargues-le-Montieu, les 42 km. Et dessus, nous avons marqué tous les services, tout ce qui peut exister pour les pèlerins avec un peu d'histoire. Voilà les coûts mobiliers, carnetis, dessin, la pose. Voilà, c'est pas un coût exorbitant, on va dire, pour le début. Bon, ça a été, comme disait ma collègue, très très bien subventionné à 74%. Et c'est la communauté de communes qui a pris le reste à charge. Voilà. Donc pour nous, effectivement, les retours sont bons au niveau des cheminants, mais au niveau des habitants. Et ça surtout qui était très important, c'est que les habitants prennent conscience en fait et s'approprient le chemin. L'air, en fait, est très appréciée parce qu'elle signalise, elle accueille, c'est une vraie aire d'accueil. En fait, quand les gens arrivent, ils ne sont pas laissés tout seuls voilà, sur le chemin. Ils savent qu'ils sont arrivés à Vauvert et que c'est un peu plus personnalisé qu'avant. Et on leur explique un peu plus de choses. Voilà. Un éco-compteur va être posé bientôt. Il est là derrière moi. En fait, il n'est pas encore posé, mais il va être posé en amont sur le GR 653 pour connaître un petit peu la fréquentation. Et voilà, je ne pourrais pas vous parler de l'entretien puisqu'il n'a pas été encore fait. Il doit avoir lieu cette année. Mais comme je vous le marque, la qualité des matériaux est vraiment très très bonne et pour l'instant, nous n'avons pas de soucis. Voilà.
Voilà, merci. Merci. Tout pour Merci moi. Sabine. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Alors, il y a eu une question, mais qui était destinée à l'intervenante d'avant, je pense, du coup, sur le contenu des panneaux, mais qui peut s'adresser aux deux. Bonjour, le contenu des panneaux sur le patrimoine a-t-il été réalisé en interne? Bon, n'hésitez pas à répondre toutes les deux. Alors, sur mon territoire, pardon, Séverine, du coup, ça a été fait avec un groupe de travail, c'est-à-dire qu'il y a des sachants du territoire. Donc, il y avait des personnes référentes en patrimoine, des personnes référentes en géologie, enfin, vraiment avec des compétences particulières qui se sont regroupées sur chacun des territoires, hein, et qui ont dit ce qu'elles savaient sur l'histoire. Et donc, les panneaux ont été faits comme ça sur l'ensemble du linéaire. C'est-à-dire que vraiment, c'est des sachants de chacun des territoires qui a donné l'information. Il y avait des historiens aussi. Enfin, voilà, chacun des territoires avait des personnes comme ça pour mettre ce qu'il y avait à noter sur chacun des panneaux. D'accord. Et du coup, côté Et Beauvert? donc, et de notre côté, donc en interne aussi, quoi, ça a été fait en interne, nous, avec la chargée de mission patrimoine aussi de notre PETR. Et tout a été envoyé à validation à Sébastien, en fait, voilà, qui nous a repris sur beaucoup. Voilà, donc avec lui, en fait, avec son expertise scientifique, on a pu faire les textes, voilà, réajuster les textes. Merci beaucoup. Alors, question du coup pour Sabine. Bonjour, serait-il possible d'avoir le nom de la carnettiste aquarelliste jacquère avec qui vous avez collaboré? Oui, je vais vous le marquer dans le chat. Je dois l'avoir. Ouais. Pas de Merci souci, je vous le beaucoup. marque, je vous le note. Merci infiniment. Et donc, petite question sur le coût. Est-ce que c'était un coût total TTC ou hors taxe? Ah oui, J'avais répondu, ah la oui, ah bah remarque pardon. TTC. Ouais. Ouais, parfait. Parfait. Et ben, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais rendre la parole à Sébastien pour la suite. Merci. Alors, vous voyez, c'est jamais tout à fait uniforme, quoi. C'est-à-dire qu'on travaille toujours avec les ressources locales. Je dis ça pour la personne qui a posé la question du nom et du contact de la carnettiste, par exemple. Voilà. Donc, c'est ça la richesse, c'est de mobiliser les ressources locales. Je passe la parole à Astrid Andersen et à Manuel Seco pour la Fédération de la randonnée pédestre, qui vont nous proposer donc une offre, un projet et peut-être des débuts de réalisation autour des GR 65 et 153 pour le meilleur accueil. Vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est moi qui vais commencer. Comme vous le savez, la Fédération française de la randonnée participe au balisage et à l'entretien des itinéraires de randonnée partout en France. Et donc à ce titre, elle appose les balises blanc et rouge pour les GR et jaune et rouge pour les GR des pays, mais également toute la signalétique directionnelle suivant les principes de la Charte nationale de signalétique de balisage. Mais elle a également vocation à participer à la réflexion et à être force de proposition pour de la signalétique de notoriété, ainsi que pour les aménagements des itinéraires. C'est donc pour cette raison qu'avec Astrid, nous avons repris excusez-moi. Voilà. Nous avons repris ce dispositif qui s'appuie notamment sur une étude qui avait été conduite à l'occasion de l'appel à projet euh, soutien aux grandes itinérances du Massif central dans son édition de 2021 à 2023. C'est une étude que nous avions conduite aux côtés de l'agence et aux côtés, enfin avec le bureau d'études Altea et qui initialement portait sur donc la signalétique de notoriété, avec des principes sur la forme, le design graphique, du mobilier spécifique associé, etc. L'objectif était bien sûr d'accroître la notoriété des deux itinéraires, mais également de les situer davantage au sein de la famille Compostelle, ce qui permettrait également de faire rayonner la notoriété déjà présente sur le GR65 vers ces itinéraires par an.
Les tronçons sur lesquels a été réalisée l'étude sont donc ceux qui se trouvent sur le Massif central, donc sur le GR65 du Puy-en-Velay jusqu'à Cahors et sur le 653 de Saint-Guilhem-le-Dessert jusqu'à Sorèze. Aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est d'étendre cette action à la totalité des deux itinéraires dans un premier temps, puis progressivement à l'ensemble des GR Jacquard qui figurent sur l'accord cadre signé entre l'agence et la fédération en 2022. L'intérêt n'est donc pas de homogénéiser les aménagements et la signalétique, mais de les harmoniser pour permettre aux randonneurs, aux pèlerins de se situer à la fois dans un lieu, dans un itinéraire, mais également au sein d'une famille d'itinéraires qui sont le support physique du chemin de Saint-Jacques. L'étude a d'abord commencé par un diagnostic de la situation sur les deux tronçons à l'étude, et il en ressort donc c'est que nous avons essayé de résumer sur cette diapositive. Donc sur le GR65, une fréquentation, comme vous le savez, plutôt élevée, avec une notoriété forte, une identité jacquaire plutôt très présente sur le parcours, mais quand même avec une certaine hétérogénéité. Des services également présents sur l'ensemble de l'itinéraire. C'est un GR c'est très bien pourvu. Toutefois, une problématique liée à l'affichage sauvage et à la pollution visuelle, peut-être justement par le manque de signalétique RIS encadrée, et bien sûr une volonté de valoriser les tronçons inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO qui émergent des acteurs locaux. Concernant le GR 653, une situation parfois égale, parfois un peu différente, notamment par rapport à la fréquentation, qui est tout de même un peu plus modeste, même si elle est en augmentation depuis longtemps. Une absence d'identité et de lisibilité plus forte, contrairement au GR65, avec une identité jacquard quand même présente, mais également de manière hétérogène. Mais surtout avec des éléments de notoriété relativement rares, ces éléments dont on a vu quand même des exemples à l'instant. Euh, avait été signalé quand même par l'étude une lacune des services sur certaines sections avec des étapes parfois longues et ici aussi très peu de présence d'autres signalétiques, notamment d'information touristique locale et d'interprétation, mais également lorsqu'il y en a de façon très hétérogène. Donc, au départ, ce qu'a dit Manuel, c'est que l'étude elle s'orientait vraiment vers une gamme de signalétique de notoriété, mais après ce diagnostic que vous a présenté Manuel, on a voulu élargir la réflexion à quelque chose de plus global, de plus ambitieux, avec la création de véritables espaces d'accueil. L'idée de ces espaces d'accueil, c'est en fait d'aménager des lieux qui permettent l'accueil, l'information et qui permettent d'offrir des temps de pause aux randonneurs, aux habitants, aux pèlerins, aux cheminants, enfin à tout ce panel de public qui pourrait passer par là. Les illustrations que vous voyez ici montrent justement que on peut s'appuyer sur des éléments assez simples, du mobilier utile, des supports d'information, des aménagements très légers, mais qui rendent le lieu plus lisible, plus accueillant. En haut à droite, par exemple, on voit on peut s'appuyer sur des éléments existants, un lavoir, ça peut être juste un petit abri, comme ce qu'on a pu voir dans les exemples précédents d'intervention à Vauvert et à Saint-Côme. Mais on pourrait aussi tout à fait imaginer des choses un peu plus structurées, comme on le voit en bas à droite de l'écran. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir de notre travail, c'est que l'objectif, c'est le même dans tous les cas, c'est d'imaginer des lieux accueillants, fonctionnels et surtout cohérents avec l'identité du territoire. Justement, dans cet esprit de cohérence, c'est ce qu'on voit par rapport aux deux itinéraires sur le GR65 et sur le GR653. Par rapport à ce que vous a présenté Manuel, en début de diagnostic, on avait deux diagnostics distincts. On a cherché à trouver deux propositions aussi respectant ces identités propres à chaque itinéraire.
Dans cette logique, du coup, sur le GR65, il y a deux pistes qui ont été retenues. La première, c'est d'imaginer des scénettes Compostelle. Manuel vous en parlera un peu plus en détail juste après. La seconde, c'est de travailler le principe de valorisation du caractère patrimonial de l'itinéraire à travers des marqueurs qui mettent en valeur la notion de patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur le GR 653, on retrouve l'idée des scénettes, mais on a aussi proposé une approche différente, plutôt tournée vers la contemplation, les moments spirituels, dont on parlera aussi juste après. Donc, si on s'attarde un petit peu sur les scénettes, qui est un peu la proposition commune aux deux GR, l'objectif est d'en faire tout d'abord un point de repère pour les randonneurs pèlerins en mettant en lumière des lieux de pause. Elles permettent de marquer l'identité du GR et de communiquer autour d'un récit commun qui va évoluer conformément le randonneur avance sur son parcours et qu'il va rencontrer justement ce type de réalisation. Elles peuvent être implantées dans des villages, des bourgs, des sites touristiques, des hameaux. Ce sont en fait des micro-espaces ou un ensemble de mobilier qui peut s'implanter autour de services tels que des points d'eau, des toilettes, mais également des zones ombragées ou encore autour d'un abri qui soit déjà en place ou à restaurer ou à créer. Ce sont des lieux qui permettront aux marcheurs pèlerins, mais également aux habitants et aux visiteurs de se repérer à la fois sur le lieu d'implantation et sur la trame historique au sein de l'itinéraire jacquaire grâce à une harmonisation dont je parlais tout à l'heure tout au long de l'itinéraire et un discours évolutif et adapté qui fait plonger dans l'histoire. Donc là, par exemple, à l'écran, vous avez un des lieux qui avait été pris comme projet pilote, Anas Binals, juste à côté de l'Office de tourisme, où avait été imaginée toute une composition avec un mobilier spécifique pour cet endroit. Mais encore une fois, le mobilier peut être mobilisé selon les besoins de chaque lieu d'implantation et ou à l'occasion en fait du remplacement d'un mobilier vétuste. On peut associer bien sûr aussi des, euh, des réalisations artistiques locales. La deuxième proposition, c'est l'idée donc des moments spirituels. C'est de faire de l'itinéraire pas seulement un parcours, mais aussi une expérience vraiment intérieure, faire vivre l'expérience. Concrètement, ça consiste à introduire tout au long du parcours des temps de pause, de réflexion, de respiration. Ça peut passer par l'aménagement de lieux simples, mais toujours dans cette idée de sobriété, de discrétion, bien intégrée au paysage, mais qui sont porteurs de sens, qui sont évocateurs. L'idée, c'est vraiment pas de multiplier les équipements, mais plutôt de s'appuyer donc sur des choses existantes qui marquent des repères, des sortes de points d'arrêt, justement, pour donner du sens au cheminement. Et en ce qui concerne du coup les marqueurs pour les tronçons inscrits sur la liste du patrimoine mondial d'UNESCO, il s'agit d'une volonté également exprimée à la fois par certains randonneurs et pèlerins, mais également par les collectivités locales qui souhaitent transmettre la valeur exceptionnelle de ces portions d'itinéraire que le randonneur va s'apprêter à parcourir, souvenir en fait des paysages et des ambiances du pèlerinage d'antan. Ces marqueurs ont donc pour objectif de donner une information, d'enrichir l'imaginaire du randonneur et de le plonger en fait dans cette ambiance avant même qu'il n'y rentre et à sa sortie également. Là encore, l'étude a permis de dégager toute une série de préconisations qui entendent à la fois respecter l'identité de chaque tronçon, de chaque lieu, tout en promouvant une certaine harmonisation pour partager l'esprit de Compostelle et de la grande randonnée.
Du coup, à travers ce travail, ce qu'a voulu la fédération, c'est plutôt accompagner les porteurs de projets, justement, comme l'a dit à plusieurs reprises Manuel, sur l'harmonisation plutôt que l'homogénéisation, tout en ayant un sorte de cadre d'intervention assez souple, justement, pour pouvoir s'adapter aux réalités du terrain. Et du coup, on pourrait conclure en disant que on veut se reposer sur 3 grands principes. C'est d'être visible et invisible à la fois. Autrement dit, que ces aménagements simples, sobres doivent être repérables, enfin utiles, compréhensibles pour le public, tout en restant discret, dans le paysage. Le second principe, c'est de s'intégrer dans l'existant. Donc l'idée là, c'est de privilégier des solutions qui s'appuient déjà sur, ce qui existe, un abri, une place, enfin comme tout ce qui a été, illustré depuis le début, de la matinée. Hem Et ensuite, l'idée, c'est de compléter, de requalifier, de réutiliser intelligemment, plutôt que, de, systématiquement, bien sûr, créer des nouvelles choses. Et enfin, le troisième principe, c'est d'être réversible et durable, c'est-à-dire, de pouvoir aussi évoluer dans le temps, de pouvoir être ajusté si besoin et de s'inscrire dans une démarche, responsable. L'exemple que vous avez, juste en bas de l'écran, c'est, l'illustration, à faisselle, où on voit justement des éléments qui sont déjà présents sur le site, un abri qui existe sur la place. Et là, on a proposé des pistes, d'amélioration qui sont concrètes pour justement requalifier, cet abri pour qu'elle puisse devenir, une halte. Et donc, pour conclure très rapidement, quels seraient les bénéfices pour les territoires? Tout d'abord, développer une meilleure médiation auprès d'un public varié, que ce soit les pèlerins, randonneurs ou tout autre visiteur, puisqu'il faut savoir que, bien sûr, le visiteur d'aujourd'hui peut être le pèlerin randonneur de demain, et inversement, le pèlerin randonneur peut être le visiteur de demain, sachant par ailleurs que si nous donnons envie aux visiteurs de partager sur les réseaux sociaux, ou même à leur retour quand ils partagent l'expérience avec leurs proches, ils retiennent souvent ce type de réalisation où ils ont été bien accueillis. Donc cela favorise le rayonnement et l'attractivité du territoire, enrichit l'expérience paysagère, humaine et artistique que représente le chemin de Saint-Jacques et la grande randonnée, contribue à la construction d'une identité et d'un récit commun dans le respect des spécificités locales, et puis bien sûr donc améliore la qualité de l'accueil des endroits où ces réalisations sont implantées. Donc bien sûr, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous accompagne dans le montage financier des projets, etc. Et avec l'ensemble des acteurs concernés par les itinéraires, également de mobiliser les méthodologies donc d'implantation pour le choix du lieu d'implantation, mais également pour pouvoir choisir parmi les items qui avaient été proposés ou comment associer un projet artistique également à ces types de réalisation. Merci beaucoup. Merci Astrid, merci Manuel. Est-ce qu'il y a des Merci. questions dans le chat? Alors, pour l'instant, je n'en vois pas. N'hésitez pas. J'avais une question pour Sabine Chanu. Quel est le prestataire qui a travaillé pour Vauvert? Le prestataire du mobilier, Oui, oui. c'est Alliance Consultant à Lunel. Ok, merci. Bon, s'il n'y a pas de questions dans le chat, je poursuis. Alors, bien des choses ont été dites. Quelques principes, Astrid et Manuel viennent d'en énumérer. Sur la méthode, sur la forme ou sur la construction des contenus. Sur la méthode, harmoniser, homogénéiser sans uniformiser, bien sûr. Des panneaux partout et pour tout, on peut se poser la question. Donc, il y a une question de la sobriété, de l'abstention parfois.
ne rien mettre, parfois, c'est très bien. Ça permet au silence intérieur, à la beauté naturelle ou à un objet de se dégager par lui-même. Il s'agit d'accompagner l'expérience du marcheur sans lui imposer un dispositif contraignant. Je pense à nos amis du Tarn-et-Garonne qui se plaignent d'une trop grande densité d'un certain panotage parfois. Il faut épurer le panotage sauvage et dépassé. C'est aussi l'enjeu quand la signalétique d'interprétation a été mise en œuvre en Aveyron, d'épurer l'existant, les sédimentations existantes. Il s'agit de mobiliser des professionnels et d'impliquer les associations, nature et patrimoine local aussi. C'est un travail collectif. Et puis, il s'agit d'intégrer le projet à un existant, ça vient d'être dit. Donc, il s'agit de ménager plutôt que d'aménager, bien souvent. L'idéal, c'est la coopération interterritoriale, puisque le chemin dépasse la commune, l'intercommunalité, mais on est sur de la grande itinérance. Et donc, l'idéal serait un schéma global d'interprétation d'itinéraire. Ça existe sur le canal du Midi, c'est plus simple, ça n'existe pas sur les chemins de Compostelle. Sur la forme, il faut intégrer à l'environnement, ça vient d'être dit. Donc, respect de la nature, respect des sites et monuments protégés et des centres historiques. Donc, le recours souvent à un ABF est intéressant et utile. ABF, c'est les services de l'État pour la protection des monuments historiques. L'idée, c'est aussi de rendre pérenne et qualitative, donc c'est le choix des matériaux. On va choisir des matériaux durables plutôt que du plastique ou des choses facilement périssables. Ne pas faire d'obstacle à la perception directe, donc ne pas imposer quelque chose qui supprime la vision, la visibilité du paysage, du site ou du monument. Donc il y a des enjeux de taille, de densité, de nombre de supports. Il faut articuler la signalétique pérenne avec d'autres supports d'information plus périssables. Beaucoup d'éléments d'information peuvent être transférés sur des applications mobiles, sites internet ou plaquettes. Et donc, choisir l'ergonomie, être vigilant sur l'ergonomie, sécurité, visibilité, lisibilité. Voilà, l'idéal serait une charte graphique dédiée à chaque itinéraire, mais pour l'instant, ça n'existe pas ou pas tout à fait. Et une charte graphique dédiée au bien du patrimoine mondial. Vous verrez dans les slides qu'on a des choses qui peuvent être mises en œuvre. Voilà, et sur la construction des contenus, ben, c'est un travail collectif, c'est l'usage des emblèmes des reconnaissances internationales, c'est une réflexion collective pour choisir les thèmes d'interprétation et les adapter au lieu. On ne raconte pas tout partout. Et puis, c'est aussi la mise en perspective des niveaux géographiques, le local, l'itinéraire, le maillage français des chemins et le maillage européen. Et c'est la qualification de contenu fiable, différents niveaux de discours pour chaque type de public. Et donc, c'est aussi une vigilance à avoir sur la façon d'écrire, la façon de raconter. C'est un peu ce travail-là qu'on a mené conjointement à Vauvert aussi. Qu'est-ce qu'on raconte et pour qui? Diverses bonnes pratiques, je vais vous en montrer quelques-unes assez rapidement. Mais d'abord, c'est un petit sentier d'interprétation à la sortie de Toulouse, sur la commune de Colomiers, que vous avez là. C'est un épisode de la vie d'un personnage public qui a donné lieu à une installation artistique qui jalonne le parcours qui va devenir l'assiette du GR 653 dans la sortie de l'agglomération de Toulouse. Le personnage public n'a aucun rapport avec les chemins de Saint-Jacques, mais c'est un parcours artistique qui fait mémoire de sa présence dans les lieux. Et donc, on a un dispositif, on a un site internet déjà dont vous avez l'adresse à l'écran, 82 jours à l'armurier.fr. Et puis, vous avez sur place, au bord du sentier, un dispositif très léger que vous pouvez voir sur la photo de citations, qui sont des citations de ce personnage public ou de l'artiste qui a travaillé sur ce personnage. Dispositif très léger et qui nourrit, là aussi, l'immersion, la réflexion du cheminant pendant sa traversée de ce court espace. Vous avez des exemples de murets de pierres sèches dans le Lot sur le GR 65 qui sont devenus un chemin livre, un projet artistique implanté sur la pierre sèche au long du sentier. Et puis, vous avez un exemple d'abri contre la pluie, espace repos pique-nique dans le Lot, toujours sur le GR 65.
Implanter des aménités pour rendre le chemin hospitalier, c'est ce qu'on voit depuis le début. Donc, le dispositif en Aveyron d'interprétation que Séverine Deval vous évoquez tout à l'heure, il englobe la question de l'accessibilité aux malvoyants par des panneaux de signalétique que vous pouvez apercevoir sur la photo en braille. Donc, on a le schéma d'interprétation en Aveyron a englobé cette prise en compte cette offre au public non-voyant de panneaux en braille pour découvrir le paysage, l'histoire locale. Vous avez aussi en Aveyron une maquette tactile. Vous avez la photo de l'exemple de Conques, donc toujours pour ce public, alors là, voyant et non-voyant, maquette tactile. Et puis, les aménités sur le chemin, ça peut être aussi des projets artistiques qui permettent d'accompagner, de surprendre les randonneurs, les pèlerins, mais aussi les habitants. Et donc, vous avez là un florilège de quelques statues que l'on peut trouver sur les chemins, le rond-point de Pont, une statue à Saint-Palais, des statues à Saint-Palais en art issues d'un grand projet artistique d'art contemporain, des peintures murales parfois sur des façades neutres, et puis également des petits signes comme ce banc à Sogg, là, la petite photo en bas à droite, un banc sculpté dans un tronc d'arbre et qui est complètement orné de coquilles, ça ne se voit pas trop sur la photo, voilà. Et puis un dispositif en Aveyron de photos accueillant des personnes qui passent et les personnes qui les accueillent, qui est un dispositif pérenne installé depuis plusieurs années de portraits donc sur le 65 en Aveyron. La commune de Sogg est actuellement en train d'implanter une balade culturelle sous la forme de panneaux de signalétique. C'est un parcours, donc le choix s'est porté sur des plaques en aluminium et vernis. C'est une mise en cohérence de l'ensemble des signalétiques du bourg. Le projet s'inscrit dans un schéma complet de refonte de toute la signalétique dans tout le centre-bourg de Sogg. C'est un mobilier qui est sous forme de totem, table, panneaux muraux, pancartes, articulé avec des QR codes qui vont renvoyer sur un site internet pour des traductions en langue étrangère et puis pour avoir accès aussi à des fichiers audio pour les non-voyants. L'esthétique retenue, c'est une esthétique du noir et blanc pour reprendre l'esprit du travail de l'artiste graphique qui a proposé l'ensemble de l'iconographie qui sera figurée sur ces panneaux. C'est un artiste local qui a travaillé sur l'histoire, l'imaginaire local de Sogg depuis des années. Et donc, la signalétique d'interprétation prolonge ce travail de l'artiste natif de Sogg. C'est une prestation qui est réalisée par l'atelier du Rougier, qui est donc le prestataire retenu par la maîtrise d'ouvrage commune de Sogg. Et évidemment, tout ça associé, toujours pareil, un groupe de travail local qui a travaillé avec l'atelier du Rougier pour documenter, écrire, valider les textes. Voilà. C'est en cours d'interprétation. Et si vous voyez, vous avez donc l'axe du GR65 qui est qui est sur une tangente là sur la gauche et une boucle dans le centre-bourg qui va venir se greffer, qui va accueillir le panneautage. Donc sur l'histoire, le patrimoine de Sogg. Quelques exemples, là on est dans l'Aude sur le GR78, un premier équipement sur 2 communautés de communes, Razès-Malepère dans les années 2010, des panneaux positionnés en entrée de commune au plus proche de l'église ou de l'office de tourisme et destinés à tous les publics et en particulier aux pèlerins et randonneurs de Saint-Jacques. Donc une accessibilité 24 heures sur 24, des contenus d'ordre historique et iconographique sur ces panneaux et toute information pratique, hébergeurs, commerce, transport qui était signalé sur ces panneaux. Une modernisation de l'ensemble et une extension, et là c'est la maîtrise d'ouvrage est prise par le département et généralise à l'ensemble de la traversée du 78, du GR78 dans l'Aude. Et donc, des QR codes, donc des principes, c'est une esthétique qui évolue un peu, mais toujours des contenus qui permettent de se situer sur le chemin.
des contenus historiques sur les communes traversées, une carte générale d'une grande partie de l'itinéraire du Piémont, et ça c'est important, on resitue le local dans le global, et puis des QR codes qui vont renvoyer sur un site internet, le site de l'ADT de l'Aude, pour toutes les informations pratiques. Et donc l'insertion également de contenu générique, et vous voyez, le coût estimé, c'est 2500 € hors taxe, création graphique, fabrication, pose de ces panneaux. Un exemple, là, on est autour d'un monument. On quitte un linéaire de sentier, on est autour d'un monument. Le petit pont de l'Artigue sur le GR 65 dans le Gers, entre La Ressingle et Beaumont. Donc là, l'enjeu, c'était l'aménagement et la restauration du site et du pont, puisque c'est un site qui est soumis à des inondations périodiques et un pont qui est assez ancien, qui est un pont dont les origines datent du Moyen Âge et qui était très fragilisé. Et donc, la restauration du site et du pont a donné lieu aussi à une prestation commandée par la communauté de communes de la Ténaraise, un prestataire qui est Anagramme, dont on a parlé, qui était le même prestataire qui est intervenu en Aveyron. Et donc, on a tout un dispositif de panneaux d'interprétation qui vont évoquer l'histoire du pont, la topographie de la Gascogne, avec le modelage des rivières qui donne ce paysage assez original de rivières et de collines. L'écosystème autour de la rivière, donc la question de la nature est prise en compte et présentée au public. Et puis, une explication, une présentation du bien du patrimoine mondial, puisque ce pont fait partie de l'inscription au titre des chemins de Compostelle. Et puis, un contenu sur la symbolique des ponts et des ponts dans le monde. Donc, une mise en perspective du pont. Sébastien, je suis désolée, il va vous falloir conclure. On a des gens qui se déconnectent puisqu'il est 10h03. Donc, je vous laisse vraiment conclure en 2-3 minutes. Et bien alors, donc, on va passer à la slide suivante très vite. Donc, l'enjeu, c'était de faire comprendre et apprécier le site, et c'est assez réussi. Vous le voyez, pas de schéma d'interprétation, mais une série de prestations sur le GR65 qui nous permettent d'avoir une relative harmonisation des signalétiques. On a vu l'exemple aveyronnais. Le Lot, le PNR du Lot est actuellement en appel à projet pour la partie lotoise. Et puis, vous avez des réalisations dans le Tarn-et-Garonne sur les 70 km. Et vous voyez une esthétique qui est globalement homogène avec celle de l'Aveyron. Une gamme cohérente, vous avez l'exemple là de la gamme qui a été développée sur le GR65. Les clous, je n'y reviens pas. Deux types de clous, ils sont sous gestion de l'agence. On conventionne avec les collectivités. Le clou patrimoine mondial et puis le clou personnalisable de l'itinéraire culturel européen. Ça aussi, c'est une création par l'agence Anagramme avec les maîtrises d'ouvrage des communautés de communes Ténaraise et Cantal, Lot et Truyère. Et puis des exemples de mise en visibilité du bien du patrimoine mondial. Vous avez donc des pupitres, des exemples de pupitres à Moissac ou à Sordes, vous voyez, dans une esthétique globalement assez identique. Là, on est dans la mise en œuvre de la charte graphique du bien du patrimoine mondial chemin de Compostelle. Vous avez l'exemple de Saint-Sevé, on est sur de la signalétique dans le monument pour présenter le monument après sa restauration. Et puis, vous avez les tout nouveaux exemples, les 3 petits panneaux et le totem qui sont en cours de développement à Neuvy-Saint-Sépulcre sur la voie de Vézelay. Et là, c'est une réalisation d'un cabinet de communication, Aurélien Camp, en lien avec nous et avec l'architecte des bâtiments de France de l'Indre. Voilà. Et des outils et conseils qui sont sur une page dédiée à la signalétique, au balisage, aux aménagements sur notre site internet. Et vous retrouverez en particulier la signalétique d'interprétation dans un petit fascicule qui résume tous ces principes, ces méthodes et la façon de travailler pour la concevoir sur un itinéraire. Il est en téléchargement sur notre site internet. Et puis je finis là-dessus. L'agence accompagne les collectivités adhérentes. Sabine Chanu l'évoquait tout à l'heure. On participe en copil ou en codec. On fournit des contenus visuels graphiques ou des emblèmes.
aux prestataires que les collectivités retiennent. Met à disposition des chartes graphiques et les logos nécessaires. On peut avoir des prestations d'écriture pour avoir des contenus validés et on co-valide des contenus par des échanges, des relectures de textes et en dialogue avec vous pour avoir des contenus qualifiés sur votre signalétique. Voilà, j'arrête là ma présentation. S'il y a des questions, nous sommes ouverts. Pas de questions? Oui, alors on avait une question sur je suis sur la voie de Tours, GR 655, et je me pose la question sur le financement possible pour des réalisations comme celles que vous nous avez présentées. Si quelqu'un veut répondre. Alors, il y a eu des réalisations, beaucoup sur le GR65 parce qu'on est dans le cadre de zones de massif central, et que donc il y avait des crédits et des programmes dédiés sur le développement d'itinérance en zone massif centrale. Sur des régions ou des itinéraires qui sont dans des régions plus développées, ce type de financement-là n'existe pas, mais il faut toujours aller rechercher ou plutôt mettre le projet dans le cadre d'un projet de développement touristique, de développement local et de valorisation du patrimoine, et aller essayer de construire et négocier des crédits avec Alors, région, Sébastien, département. on peut peut-être inviter, parce que les PETR sont des relais Voilà. intéressants sur les financements. N'hésitez pas sur ce qui peut être de la rénovation, à aller voir les aides de l'ADEME. N'hésitez pas à aller voir chez vous donc les fonds européens. Vous avez un site internet qui s'appelle mesaides.gouv.fr, donc qui s'adresse aux collectivités territoriales et qui permet de voir les aides disponibles sur votre territoire. S'il y a d'autres questions, en attendant, je vais essayer de vous retrouver le lien et vous le mettre dans le chat. Mais voilà, les PETR, c'est un bon relais si vous n'avez pas forcément de projet FEDER. Le FNADT a aussi bénéficié au projet que vous avez vu. Donc, c'est aussi une piste, hein, le Fonds national de FNA, DT, de développement des territoires. Et j'ajoute qu'on n'a pas proposé beaucoup de visuels de la voie de Tours et de la voie de Vézelay dans cette heure, parce que tout simplement, on a du mal à identifier des réalisations. Donc, s'il y a des choses existantes, et il y en a forcément, je suis preneur de photos et d'informations. Alors, sur qu'est-ce que le PETR? Donc, c'est un pôle d'équilibre rural et territorial. Ce sont, euh, ce sont des structures que vous retrouvez à peu près sur tous les territoires. Je vous envoie le petit lien qui vous présente le dispositif. Voilà. Donc, est-ce qu'il est possible d'obtenir les PowerPoint avec les images de toutes les présentations? Alors ça, ce sera sous réserve des retours des participants. De votre côté, Sébastien, je pense que on peut communiquer celui que vous avez présenté. Ah oui, oui, ça pas de problème, hein. Et puis, Voilà. de toute façon, notre matinée, là, notre heure est enregistrée, va être en ligne sur YouTube. Voilà. Donc, les ouvrages, enfin, les 78 composantes, je vous ai mis le lien vers notre site internet pour pouvoir les trouver. Et je pense que j'ai fait le tour des questions. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à lever la main. Alors, l'appel à projet pour la signalétique dans le Lot, il faut voir avec le Vincent Bio, Parc naturel régional Cause du Quercy. Question de M. Vacheroux. Il y a une question de M. Vacheroux sur les points d'intérêt. Pour tout ce qui est information pratique, le mieux est d'articuler avec des livrets, des QR codes, avec d'autres supports. En réalité, cette signalétique d'interprétation, pour qu'elle soit durable, il faut que l'information soit le moins possible périssable. Et donc, l'idéal, c'est ce que fait le LOD, c'est d'articuler avec un site internet qui renvoie sur tout le pratique et qui, lui, peut être régulièrement et facilement mis à jour.
Alors, je vous ai mis dans le chat le lien vers aide-territoire.beta.gouv.fr qui recense région par région, même commune par commune, l'éligibilité aux, aux aides. Donc, n'hésitez pas à y aller et à voir effectivement sur votre territoire ce qu'il peut y avoir de disponible. Il y a une réflexion de Gilles Vaquerou qui dit, pour le bénéfice du marcheur, il est important de donner des précisions de distance et des éléments de patrimoine et de service. Alors, je ne sais pas si l'un des intervenants veut réagir, veut rebondir. Voilà, je pense que les éléments de distance, on les a notamment sur la signalétique directionnelle au parti. Je m'adresse à nos collègues de la Fédération française de randonnée pédestre. Alors, dans certains lieux, en fait, il y a de la signalétique déjà pressante qui renvoie vers le lieu d'intérêt locaux. Après, si c'est une question de renvoyer vers des lieux d'intérêt qui se trouvent en amont ou en aval de l'endroit où le randonneur pèlerin va s'arrêter pour la halte, disons que tout est possible de combiner de façon synthétique pour ne pas alourdir le contenu sur ces espaces-là. Tout est possible. Mais si c'est pour les endroits, les points d'intérêt locaux du lieu d'implantation, soit il y a déjà une signalétique pressante, soit il est toujours possible de l'intégrer, mais il faut voir comment l'intégrer justement à ce type de projet. Et nous, sur le territoire de l'Aveyron, on a des poteaux où on a des petits carrés où il y a écrit toilette ou aire de pique-nique à 2,5 km. Voilà, juste du coup, alors, ils ne sont pas réguliers, ces poteaux, ils sont plutôt là où on pourrait se poser la question de où va être la prochaine aire. En fait, voilà. Et c'est du coup tout simple, juste un poteau tout droit avec juste un petit carré de signal. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis jusqu'à presque 10h15. Merci à tous les intervenants pour vos partages. Merci à Sébastien Pénary d'avoir coordonné ce petit déjeuner. Nous vous donnons rendez-vous le 30 mars prochain, donc dans moins d'un mois, mais nous avons surfé entre les ponts et les vacances de printemps, d'où cette date un peu plus précoce que d'habitude. Et le thème du prochain petit déjeuner sera donc les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Et notamment, nous aurons le plaisir d'accueillir donc Orane Proisy, qui œuvre pour ces itinéraires au sein du ministère de la Culture. Et nous accueillerons également Éléonora Berti, qui est la présidente de la Fédération française des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Voilà, donc un prochain petit déjeuner sur cette thématique des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, dont je vous rappelle que l'année prochaine, 2027, fêtera l'anniversaire des 40 ans de ce programme. Voilà. Merci à tous, bonne journée et à bientôt. Merci, bonne journée. Merci, Merci. bonne journée. Au revoir. Séverine, Oui. 19h30. Avec les acteurs ou sans les Oui, acteurs? oui, avec. Ok. 19h30 avec. Voilà. Ok. Visiblement, il y a un micmac. Voilà. Mais 19h30 avec les acteurs. Allez, parfait. Très bien. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.